Merci beaucoup pour remettre les choses dans l'ordre. Quand on fait tout ça, à part d'être une preuve de ma propre hyperkinésie, c'est qu'il y a derrière une vraie équipe qui fait le travail à l'hôpital. Donc je ne suis pas que pour tout ça. Je tenais d'abord à remercier l'association Monaco Disease Power pour cette invitation sur un sujet qui m'est cher. La première responsable de ça est Monica Zibouissus elle-même, parce que quand on était tous les deux jeunes et ambitieux, entre Robert Debré et la Fondation, on avait démarré un projet de recherche. Enfin, elle était en train de monter son équipe, elle m'a pas dit « Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille voir ensemble ce que font les épilepsies temporales ?» Donc, on a commencé ce travail-là ensemble. Moi, j'étais à Robert Debré, à Paris, encore à l'époque. Et pour corriger Catherine, je suis parti de Grèce au départ, donc le parcours est un peu long. Nadia Chaban était là aussi, à l'hôpital Robert Debré. Donc, c'est en partie de leur faute que je suis là. Après, il y a une grosse part de faute aussi qui revient à Catherine Barthélémy, parce qu'un jour, elle a décidé de me propulser au conseil scientifique de la Fondation de France pour l'autisme. Donc, même si je ne connaissais pas trop sur l'autisme, il fallait apprendre, parce qu'il fallait gérer ces projets-là. Et elle a même persévéré, puisque non seulement j'étais au conseil, mais après, elle a œuvré pour que j'ai la coordination de ce conseil scientifique, donc ça a augmenté mon stress. Donc, merci à tous, parce que c'est grâce à eux que j'ai fait ce travail-là. Bon, je ne compte pas vous faire toutes les épilepsies ni tous les troubles du neurodéveloppement. Je voulais surtout essayer de discuter avec vous quelles sont les complexités autour de l'épilepsie et de l'autisme, sans compter, si on ajoute là-dedans l'handicap mental, la régression, etc. Voir un peu quels sont les concepts, parce que je pense qu'il y a quand même derrière, plus on les comprend, mieux on se porte pour aussi bien faire les diagnostics et surtout prendre en charge ceci. Et puis je vais essayer de donner une perspective telle que je la vois moi en vieillissant pour les années à venir, qui rejoint un peu ce qu'a dit Christian tout à l'heure sur le futur. Alors, déjà, pour se mettre d'accord sur les termes, très souvent en neurologie pédiatrique, on voit un enfant, il a un électroencéphalogramme et ou des crises d'épilepsie et il a un retard, et on lit dans les comptes rendus, il a une encéphalopathie épileptique. C'est à moitié vrai. La définition de l'encéphalopathie épileptique, c'est que c'est l'épilepsie qui est responsable de l'encéphalopathie, qui est responsable, pas qui est coprésente, elle est responsable. Et pourquoi ça a son importance? Ça a son importance parce que derrière, ça suppose, si j'arrivais à contrôler l'épilepsie, je corrigerais aussi l'encéphalopathie. Mais ça, malheureusement, est vrai une fois sur 5. Les autres fois, vous avez une encéphalopathie qui n'est peut-être multiplié par 10 par la présence d'une épilepsie dans le handicap du quotidien, qui peut être aggravée dans le temps par la présence de l'épilepsie, mais malheureusement, il y a derrière cette deuxième composante qui est le neurodéveloppement lui-même, les pathologies neurologiques elles-mêmes, et du coup, ce terme-là, même dans les récentes classifications de la Ligue internationale, a évolué en encéphalopathie épileptique et neurodéveloppementale, la différence venant du fait, je vais y arriver, voilà, que, le trouble du neurodéveloppement peut préexister à l'épilepsie. Un enfant peut avoir un trouble du neurodéveloppement, sévère ou pas sévère, une encéphalopathie anoxo-ischémique, des troubles du comportement sévères, et développer par la suite une épilepsie. Encore une fois, cette épilepsie, si on la contrôlait, certainement elle améliorerait le parcours de l'enfant, mais elle n'allait pas corriger l'anoxo-ischémie responsable derrière. Deuxièmement, elle peut apparaître après une période de développement initial normal. Un des syndromes les plus sévères et difficiles à traiter en épileptologie est le syndrome de Dravet, ou épilepsie myoclonique sévère du nourrisson quand elle a été décrite. Ces enfants-là, pendant 1 année et demie, ils ont un développement normal, un électroencéphalogramme normal, et je reviendrai sur le EEG, et peuvent faire quelques crises prolongées. Sauf qu'à un moment donné, en plus de l'épilepsie, et même si on l'a contrôlée, apparaissent des troubles du neurodéveloppement, que ce soit la marche, que ce soit la cognition, le développement du langage, l'ataxie, etc. Et enfin, il y a le troisième volet, une épilepsie très sévère au départ, qui très vite s'arrête. Et malgré le fait que l'épilepsie a été très vite arrêtée, on voit derrière surgir un trouble du neurodéveloppement
que ce soit sous forme de retard, sous forme de troubles autistiques, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Après, et c'est tout le travail qui a été aussi discuté ce matin, il y a indiscutablement des réseaux qui participent aux deux pathologies, et vous avez là une très belle étude qui a été publiée récemment, tout récemment d'ailleurs, par une équipe canadienne, par Nathalie Jeté. Vous avez quand même un nombre considérable de patients, et ça, avant de l'oublier, méfiez-vous quand vous lisez des publications où il y a 3 malades, 6 malades, 7 malades. Pour moi, c'est l'équivalent d'un blog quand on lit pour un malade. Tout est bon pour le malade, mais de là à transférer à quelqu'un d'autre une ordonnance sur la base de ce qu'on a lu chez le voisin, il y a quand même une marge d'erreur énorme. Là, elle est diminuée parce qu'il y a quand même presque 300 000 patients dans l'étude, et vous voyez à peu près quelle est la prévalence. D'un côté, de l'épilepsie chez des personnes avec des troubles du spectre autistique, de l'ordre de 12%, et de l'autre côté, si on prend comme symptôme principal la maladie épileptique, on voit apparaître ou s'associer des troubles du spectre autistique à peu près à 9%. Disons entre 10 et 12 pour les deux. Il y a eu dans ce même travail des travaux où on a été regarder, par exemple, la prévalence plus fréquente chez les femmes que chez les hommes de l'épilepsie chez les patients avec troubles du spectre autistique. Ça a l'air de s'inverser quand on cherche les troubles du spectre autistique chez les patients avec épilepsie. Là, on trouve plus de garçons que de filles qui ont ce type de pathologie. Ça, c'est juste pour la base, juste pour lier les deux situations. Après, la grosse difficulté, si vous voulez, c'est définir ensemble de quoi on parle à chaque fois. Bon, déjà, pour l'autisme, vous connaissez mieux que moi quelles sont les difficultés, mais même pour l'épilepsie, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, où se fait le chevauchement des différentes pathologies, quelle est leur expression clinique, comment on peut aider les parents, quelle explication peut-on leur donner, comment les professionnels peuvent s'habituer à choisir les bons traitements. C'est un peu plus compliqué que ça. Premièrement, parce que quand on dit épilepsie, oui, tout le monde comprend quelque chose en disant épilepsie. Il a entendu le terme, il a vu des films à la télévision. Là aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est bizarre. Quand il y a une série à la télévision ou un film, c'est toujours... Les épileptiques sont toujours soit des truands, soit des voleurs de banque, soit des... J'ai jamais vu un PDG, pourtant j'en connais qui font des crises d'épilepsie. Mais ils ne sortent pas dans les films, ceux-là. Donc, à partir de là, à partir de quand je retiens le diagnostic d'épilepsie? Alors, si je reviens à la définition récente de la Ligue internationale, et j'assume toute responsabilité puisque j'ai participé, qu'est-ce qu'on lit? On lit que pour dire que quelqu'un est épileptique, il faut avoir au moins 2 crises. Pourquoi? Parce que n'importe qui parmi nous ici, même s'il n'a jamais fait de crise, indépendamment de son âge, peut un jour faire une crise d'épilepsie. Ça s'appelle une crise occasionnelle, ce n'est pas nécessairement le démarrage d'une épilepsie. Donc pendant longtemps, il fallait minimum 2 pour dire qu'on a une épilepsie. On l'a corrigé, je pense à juste titre d'ailleurs, qu'on peut aussi faire le diagnostic s'il y a une seule crise, à condition d'avoir la certitude par les autres éléments, par l'examen clinique, par l'électroencéphalogramme, par l'IRM, qu'il y a un pourcentage élevé d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième par la suite. Et après, il y a cette notion un peu complexe pour les patients, mais les professionnels comprennent plus vite, de syndrome épileptique, qui d'ailleurs ont été définis pas loin d'ici à Marseille, puisqu'on appelle un syndrome épileptique quand on a la même sémiologie, les mêmes données électroencéphalographiques et la même clinique chez le même groupe de patients. On n'a pas nécessairement la même étiologie, ce n'est pas comme une maladie définie comme telle, mais ça regroupe tout. Donc, oui, on peut faire un diagnostic d'épilepsie, mais avec une seule crise. Mais vous imaginez bien que, vu la difficulté, surtout des patients avec des troubles du spectre autistique, que très facilement le diagnostic peut être porté suite à un service d'urgence sans nécessairement avoir la preuve dans la durée. Ceci peut fausser les études épidémiologiques et statistiques, parce que tous sont classés épileptiques, d'accord, mais ils ne sont pas les mêmes. Et de la même manière, la différence d'expression et de sévérité de l'épilepsie n'est pas du tout la même entre les différentes formes d'épilepsie. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième, pour vous donner une image, je vous promets, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que sinon on va être encore ici demain matin. Oui, épilepsie, mais quelle épilepsie? Et ça vous donne les différentes formes d'épilepsie en fonction de leur âge de début, en fonction des symptômes principaux, en fonction de leur évolution et du type prédominant de crise. Est-ce que c'est des crises généralisées tonico-cloniques? Est-ce que c'est des crises focales? Est-ce qu'on a une idée si c'est génétique ou non? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle non idiopathique ou structurel? Autrement dit, sous ce terme épilepsie, vous avez tout ça. Et encore, je vous ai fait grâce des étiologies. Là, il n'y a que les noms des syndromes. Après, classiquement, on dit que c'est ceux-là qui sont associés à des troubles du neurodéveloppement, à degré variable et à expression variable et à pronostic variable. Vous avez essentiellement là toutes les encéphalopathies épileptiques, donc avec un important retard et une épilepsie souvent sévère. Vous avez les formes assez connues du monde des pédopsychiatres qui sont le syndrome des pointantes continues du sommeil, je vous dirai un mot tout à l'heure, malgré le nom barbare, et le Landau-Kleffner qui associe au même temps une aphasie et une agnosie auditive, etc. Donc, ces syndromes-là aussi se confondent, et j'ai mis en pointillé les épilepsies focales parce que j'ai un exemple. C'est malheureusement un domaine qui est très souvent oublié, y compris par les neuropédiatres, où là aussi, vous allez le voir, on peut très bien avoir une encéphalopathie liée à une simple petite lésionnette qui est responsable des crises que va présenter le patient. Mais, encore une fois, regardez la complexité de cette histoire-là. Oui, on a les syndromes, on a les étiologies, mais derrière, vous avez toutes les données de l'EEG, les données de la neuroimagerie, les données de la génétique, l'évolution de la génétique. Quels médicaments choisir? Quelle combinaison de médicaments choisir? Quels sont les patients pour lesquels il y a une indication de chirurgie de l'épilepsie? Donc, encore une fois, derrière ce terme épilepsie et autisme, par exemple, où mon enfant a une épilepsie ou mon frère adulte a une épilepsie, il y a derrière toute une série d'éléments qui définissent ce terme, je dirais presque à titre individuel. Bien sûr, par la suite, on a formé des catégories, on ne prend pas que des individus, mais l'erreur à ne pas faire, c'est mettre toutes les épilepsies ensemble dans le même panier, parce que ce n'est pas les mêmes maladies. Et ça conduit à des erreurs de prise en charge, ça conduit à l'exclusion scolaire pour des choses qui ne sont pas nécessaires, parce que deux épileptiques n'auront pas la même, ou patients avec épilepsie plutôt, ils ont raison, il ne faut pas les appeler patients épileptiques, mais patients avec épilepsie. Ils n'ont pas nécessairement la même évolution. Alors, ceci vous donne une idée, et là aussi je ne vais pas le détailler, de la complexité du parcours d'un patient, peu importe son âge, qui démarre avec une épilepsie. Théoriquement, il y a tout ça à faire en fonction de l'évolution des patients. C'est-à-dire, au tout début, bien sûr, il y a ce que fait tout médecin. L'examen clinique, l'histoire du patient, la description clinique des événements par la famille, si le témoin ne peut pas le dire lui-même, etc. Sur cette base-là vient s'ajouter ce fameux électroencéphalogramme pour lequel il y a beaucoup d'erreurs, et je reviendrai encore une fois par la suite. D'abord, elle est loin d'être une science exacte, et c'est un chef de service de neurophysiologie qui vous le dit. C'est loin d'être une science exacte, beaucoup moins exacte que la résonance magnétique nucléaire. Donc il y a une dose d'interprétation dans les données de l'EEG où il faut faire très attention quand ceci conduit à des diagnostics et surtout à des prises en charge thérapeutiques par la suite, parce qu'il n'y a pas que le diagnostic derrière. Il y a tous les outils qui soient la vidéoélectroencéphalographie prolongée, elle n'est pas nécessaire pour tout le monde. Je dis ça pour les parents. Non, tous les enfants n'ont pas besoin de passer 48 heures ou 72 heures à l'hôpital. L'enregistrement à l'hôpital de longue durée, il a comme but, 1, de s'assurer d'avoir du sommeil, 2, si les enfants continuent à faire des crises, d'enregistrer les crises. Donc on les souhaite, les crises, quand ils sont à l'hôpital. Tout le reste n'a pas besoin des vidéos EEG prolongées. Comme il n'a pas besoin, pour quelqu'un qui a un diagnostic, ça c'est la contrepartie, de répéter l'électroencéphalogramme à chaque fois qu'on se pointe aux urgences, sauf s'il y a quelque chose de nouveau. Mais s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, un patient diagnostiqué comme ayant une épilepsie, avec ou sans trouble du neurodéveloppement, n'a pas besoin à chaque fois qu'il fait une crise de lui refaire un électroencéphalogramme, ça ne sert absolument à rien. On a exactement le même diagnostic. Et après,
vous avez la génétique qui vient s'ajouter, le bilan métabolique, éventuellement le bilan préchirurgical, etc. Qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit à l'autre complexité, tout ce qui rentre dans les traitements. Donc, les mécanismes d'action des antiépileptiques, je vais vous le montrer tout de suite et je vais revenir. Voilà ce qu'on a aujourd'hui en épilepsie comme traitement antiépileptique. Un pharmacologue un peu obsessionnel, je le reconnais, il a calculé qu'avec ça, on a la possibilité de faire 378 combinaisons de 2 médicaments. Donc vous comprenez bien que si un médecin veut faire tout, il en a pour la vie, le malade aussi, parce que... Donc, si appeler pharmacorésistance veut dire avoir fait 378 bithérapies, je suis désolé, mais c'est vraiment trop tard pour le malade. Du coup, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître les mécanismes d'action d'antiépileptiques, lesquels on mélange. C'est très différent du début d'une épilepsie. Pour rassurer les parents, la grande majorité des débuts des épilepsies, elle est pratiquement la même. Et la prise en charge, elle est pratiquement la même. Là, oui, où il peut avoir des erreurs, c'est s'il n'y a pas eu le diagnostic de la maladie de fond. Si c'est une maladie métabolique qu'on aurait pu corriger, oui. Mais sinon, la grande majorité des autres épilepsies, c'est pas le premier. Le premier traitement est important, il ne faut pas se tromper, d'accord? Mais je dirais, mieux identifier la suite, c'est plus important que ce que vous allez faire au départ. S'ajoute à ça tout ce qui est comorbidité. Ici, on est bien placé, puisque le sujet même nous parle de troubles du neurodéveloppement et de crise d'épilepsie. Je l'ai dit tout à l'heure, quel est le background génétique, quelle est l'étiologie, quelle est la présentation des crises, est-ce que le malade est opérable, et un élément extrêmement important qui est celui de l'âge du début des symptômes, qui est capital pour faire le bon diagnostic et les bonnes associations entre épilepsie et troubles du neurodéveloppement. Enfin, rentre le facteur patient, la compliance, et comme le dit très bien, il n'y a que les médecins qui pensent que les patients font ce que les médecins disent. Et comme le dit très bien ce cartoon, il dit « Je suis très content, docteur, de savoir que je vais très bien, je dois quand même vous dire que je n'ai rien fait de ce que vous m'avez prescrit. » Et donc, c'est aussi une réalité qu'on doit en tenir compte au quotidien, parce que ça arrive de ne pas avoir pu convaincre les patients, ça arrive de plus en plus, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. L'électroencéphalogramme, sujet sensible, parce que le nombre d'enfants que dans ma carrière j'ai vu traiter d'antiépileptiques, là où ils n'avaient aucune raison de l'être, je ne dirais pas qu'il dépasse les patients avec épilepsie, parce que ça serait mentir, mais il est quand même extrêmement élevé. Donc, il faut bien comprendre que l'électroencéphalogramme, il faut d'abord trouver les anomalies, ça d'accord, ça s'apprend. La deuxième chose à avoir appris, c'est de savoir interpréter leur degré de spécificité. Ce n'est pas parce que j'ai 3 pointes dans un électroencéphalogramme que je suis épileptique, et encore moins que je dois être traité pour une épilepsie, même si j'ai un trouble du neurodéveloppement. Le meilleur exemple est celui de l'épilepsie à paroxysme neurolandique. Qu'est-ce que c'est? C'est la forme la plus bénigne d'épilepsie, extrêmement fréquente, des enfants qui font une crise, le plus souvent le matin au réveil, où ils se réveillent, ils ont du mal à parler, ils hypersalivent, ils vont voir leurs parents, ils ne peuvent pas dire ce qui leur arrive, ils peuvent avoir quelques secousses du bras, ça commence à 6-7 ans. Sauf que cette forme-là d'épilepsie s'arrête toute seule, même si vous ne faites strictement rien, à l'âge de 14-15 ans, dans 95% des cas. Et là, le malheur d'avoir ce petit foyer que vous voyez là, ceux qui peuvent lire un EEG, qui s'appelle des pointes diphasiques. Mais, regardez les chiffres à côté, 15% de ces enfants vont avoir un épisode unique, 75% entre 2 et 6 épisodes, et le plus souvent, on ne les traite pas du tout. Ce signe électroencéphalographique, il a le malheur d'être un marqueur âge dépendant. Donc, on peut très bien le trouver chez un enfant qui a un autisme et dire « Ah ben, puisqu'il a un autisme plus ça, il faut le traiter comme s'il avait une épilepsie. » Non, on n'a pas la preuve. Pour l'instant, il n'a pas eu l'épilepsie, il a un marqueur électroencéphalographique qui n'est pas celui de nécessairement avoir une épilepsie. Après, on rentre dans le détail. Est-ce que ce foyer s'active pendant le sommeil? Est-ce qu'en s'activant pendant le sommeil, il est responsable d'une régression
Régression, encore une fois, selon le dictionnaire, je calcule à partir de là où je suis parti. Je peux partir du strictement normal et régresser, je peux partir avec un déficit préexistant et régresser. Donc, c'est là où rentre la notion d'encéphalopathie épileptique. Si je régresse du point de départ, parce que j'ai une épilepsie, il faut corriger l'épilepsie pour revenir au point de départ. Mais encore une fois, le point de départ peut être sans aucun déficit ou avec beaucoup de déficits intellectuels, comportemental ou autres. Et là-dessus, il y a beaucoup d'études qui rejoignent un peu ce que présentait aussi Monica ce matin, où on voit que certaines de ces anomalies cognitives, en réalité, préexistent, ou en tout cas, elles sont pratiquement les mêmes dès le début de l'épilepsie. Je ne dis pas que l'épilepsie est innocente et qu'elle n'aggrave rien. Je dis tout simplement qu'on est loin d'avoir compris les mécanismes qui mélangent les deux et où il y a un dysfonctionnement qui préexiste, ou en tout cas qu'il est là dès les premiers pas d'une épilepsie, même une épilepsie bénigne, parce que celle-là, elle est vraiment bénigne. Et d'où l'importance, et c'est ce qu'on a réussi à faire dans le service à Lyon, et je discutais tout à l'heure avec Christian Richelme, des évaluations neuropsychologiques précoces chez des enfants qui démarrent une épilepsie, encore une fois, qu'ils aient ou pas des troubles du spectre autistique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une spécialité de luxe où tout le monde qui a une épilepsie, parce que c'est très fréquent, et aussi un bilan neuropsychologique complet. Personne n'a les moyens de faire ça. Mais une certaine vigilance sur les troubles scolaires, une certaine vigilance sur des troubles du comportement permet déjà de faire un premier tri, et ceci doit être fait tôt dans l'évolution. Par contre, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas d'indication de traiter tous les électroencéphalogrammes, surtout quand il n'y a pas des crises d'épilepsie cliniquement établies. Et pour ne pas vous fâcher avec vos médecins de demain, s'il y a une décision de traiter, je vais vous dire ce que je fais. Moi, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ce que je fais. Je fais un deal avec les parents. J'avoue que je ne sais pas pourquoi je traite. C'est-à-dire, je mets un traitement anti-épileptique pour quelqu'un qui a des anomalies à l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme n'est pas égal à l'épilepsie, un électroencéphalogramme. Il fait partie du lot, mais ce n'est pas ça. On définit ensemble avec les parents qu'est-ce qu'on essaie de corriger. Est-ce qu'on essaie de corriger le tracé, parce que ça nous gêne? C'est valable, hein, mais il faut juste qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on essaie de corriger les difficultés scolaires? Est-ce qu'on essaie de corriger les deux? Une fois que ce deal est établi, d'abord, je me donne les moyens d'avoir l'électroencéphalogramme correctement fait, et après, je discute avec les parents, dans mon ignorance, quel est le meilleur médicament à essayer. Et on dit on va l'essayer pour 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais ça veut dire que si dans 9 mois, il n'y a pas une modification significative de ce qu'on a été mis d'accord au départ, on arrête. Parce que sinon, on fait pire. On rentre dans cette cascade où on a laissé la question posée ouverte. On a mis le premier médicament, les anomalies électroencéphalographiques persistent. Et 6 mois après, on dit oui, mais il ne va pas mieux, on va ajouter un deuxième. Et finalement, avec les 3 antiépileptiques, valait mieux laisser le G seul, même activé pendant le sommeil. Donc, voilà comment je pense qu'on doit procéder. Il n'y a pas de science exacte dans ce domaine, mais il faut faire un deal en premier. L'extrême de ce syndrome-là, c'est ce que Tassinari, ici à Marseille, avait décrit comme le syndrome des pointantes continues du sommeil. Et j'adore le terme qu'il a donné lui-même par la suite, le syndrome de Pénélope, parce que c'est exactement ce que faisait Pénélope, coudre le jour et découdre la nuit. C'est ce que fait le cerveau de ces enfants. Ils apprennent le jour, ils oublient ce qu'ils ont appris parce qu'ils ont ce pattern électrique très actif. Et ça, il y a aussi des enfants qui peuvent très bien avoir un comportement typiquement de troubles du spectre autistique, uniquement pour cette raison-là. Malheureusement, ils ne sont pas tous, je dis malheureusement parce que cela, ça se traite plus ou moins. Ce n'est pas facile, mais ça se traite. Les difficultés, vous les connaissez mieux que moi. Faire un électroencéphalogramme de nuit à un enfant avec des troubles du spectre autistique demande de la patience, de l'expérience, une équipe dévouée à faire ça, parce que si cet enfant-là a un comportement moteur inadapté ou une agitation, eh bien, au lieu d'avoir des électroencéphalogrammes, vous avez des artefacts, et ça, vous ne pouvez pas les interpréter. Donc, c'est pour ça que je dis d'ailleurs que tous ces examens sont très utiles si on sait pourquoi on les fait. Quelle est la question posée pour faire un électroencéphalogramme? Si c'est le faire pour le faire, ce n'est pas la peine.
Si on a une question, ça me rappelle des pointantes continues du sommeil. Est-ce que, si je le prouve, je peux traiter l'enfant ou l'adulte avec ce traitement? Là, oui, je comprends. Là, il faut se donner les moyens de le faire. Mais sinon, non. Alors, après, autre point sensible, toujours dans ce domaine des troubles des apprentissages, du neurodéveloppement, sincèrement, et j'ose le dire devant beaucoup de pédopsychiatres, il ne faut pas hésiter à traiter les troubles de l'attention. Et il n'est pas nécessaire systématiquement de faire un électroencéphalogramme avant, pour les mêmes raisons que je viens de dire. Alors, par traité, moi, vous savez, je suis médecin de base, j'entends les médicaments style méthylphénidate. Ne me reprochez pas, je suis parfaitement au courant que la prise en charge des enfants avec des troubles de l'attention, elle est beaucoup plus globale que ça, et ce n'est pas que le méthylphénidate, je le sais, et il faut le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir des fausses impressions, parce que ça, on l'a prouvé, il y a de plus en plus d'études, que soi-disant le méthylphénidate aggrave les crises d'épilepsie, aggrave l'électroencéphalogramme. Bon sang, ce n'est pas vrai. Ça a été publié 10 fois avec des grosses études. Le problème est venu d'où? Certains enfants avec des troubles du neurodéveloppement ont une épilepsie de nature extrêmement fluctuante. Elle fait 2 semaines beaucoup de crises, 1 semaine sans rien, 3 semaines beaucoup de crises. Si par hasard ou par malheur, le médicament a été mis le moment de la fluctuation, c'est naturel pour les parents de dire « docteur, c'est à cause d'eux ». Mais c'est peut-être aussi à cause, donc il suffit de s'asseoir, de dire, faites quand même un petit historique. Combien de fois il y a eu les hauts et les bas? Et là, les parents le voient devant leurs yeux, que les 6 mois d'avant, il y a eu 7 fois les hauts et les bas, sans méthylphénidate ou sans changer de médicament antiépileptique. Les exceptions existent, je le reconnais, mais encore une fois, il faut les prouver. Et aujourd'hui, nous, les tests là qu'on a publiés, c'est des tests avec EEG en parallèle, et on voit tout de suite la traduction électroencéphalographique du trouble de l'attention chez certains de ces enfants. Là, la preuve, elle est différente. Et si vous avez besoin de plus de preuves sur le risque ou pas risque, cette étude aussi vient d'être publiée. Et là aussi, ce n'est pas 10 malades, c'est 1000, pratiquement. Ils ont fait quoi? Ils ont regardé ce que je disais tout à l'heure, la fréquence des crises 24 semaines, avant et après. Et puis regardez comment ça se répartit. Malheureusement, vous ne voyez pas le bleu, parce que la ligne, puis avant et puis après, elle est là, le bleu, il est là. Mais vous avez exactement la même répartition de la fréquence des crises dans le même couloir, avant ou après. Je ne suis pas en train de dire qu'à titre individuel, un enfant ne peut pas être aggravé. Mais comme je dis souvent aux parents, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, le plus grand effet indésirable du méthylphénidate, c'est quand il ne marche pas, parce qu'en termes de médicaments, on n'a pas grand-chose d'autre. On a toute la prise en charge, encore une fois, qui est faite par nos collègues pédopsychiatres. La seule chose que je leur reproche, ce n'est pas tant que ça, le méthylphénidate ou pas méthylphénidate, c'est qu'il y a là aussi une peur autour de l'épilepsie. On a des enfants avec une épilepsie, avec un trouble du comportement, on l'envoie à nos collègues pour qu'ils traitent leur dépression, leur anxiété, leur trouble du comportement, et ils nous répondent « mais si je le traite, il va faire des crises d'épilepsie ». Eh bien oui, mais s'il fait des crises d'épilepsie, ça c'est mon boulot, je m'en occupe. Donc ce qu'on leur demande, c'est qu'ils traitent ce qu'on ne sait pas traiter nous. Le trouble du comportement, la dépression, l'anxiété. S'il y a des crises d'épilepsie, je m'en charge parce que c'est mon travail, je le fais tous les jours. Donc, là aussi, cette association d'ADHD avec des troubles du comportement et les apprentissages, elle est extrêmement importante et elle doit être prise en charge tôt. Enfin, là aussi, vous le savez, on parle d'épilepsie et autisme. Les autres difficultés viennent de la sémiologie des troubles du spectre autistique. Aussi, comment interpréter des stéréotypies, surtout au départ? Comment interpréter ce que les parents, à juste titre, d'ailleurs, ils utilisent un terme qui est correct comme terme, une absence. Mais une absence, il y a plusieurs types d'absence. Il y a sa durée, sa fréquence, à quel moment elle survient par rapport à l'activité de l'enfant. Donc oui, une absence chez quelqu'un qui a des troubles du spectre autistique peut être une absence épileptique, mais peut aussi être complètement autre chose. Ce qui veut dire que, tant qu'on fait de la discussion théorique, ce n'est pas grave, mais si on doit traiter, c'est-à-dire mettre l'enfant et les parents dans un parcours d'un traitement
il faut rester aussi logique. C'est pareil pour le EG. Quand vous mettez en place un traitement, normalement, vous êtes censé l'évaluer par la suite. Donc, si ça n'a pas marché, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à augmenter les doses à l'infini? Ou vous allez, au mieux, je dirais presque au mieux, revenir au point du départ, dire aux parents, bon, maintenant, puisqu'on n'a pas compris, on va enlever le médicament pour comprendre. Mais tant qu'à faire, on attend au début pour comprendre. Mais il faut comprendre ce qui est traité. Et aujourd'hui, pour les manifestations dites paroxystiques, la plus grande révolution, ce n'est pas le vidéoélectroencéphalogramme, c'est Apple et l'iPhone. C'est eux qui nous ont permis aujourd'hui de voir le symptôme que pendant des années on traitait sans le voir. Parce que les malades, quand ils venaient en consultation, quand ils ont un bras cassé, ils ont un bras cassé. Mais quand ils ont fait une crise la veille, ils l'ont fait la veille, ils ne le font pas devant nous. Aujourd'hui, la possibilité de filmer les manifestations, même sans électroencéphalogramme, à un œil averti, aide énormément à trier et à faire un diagnostic et à pouvoir conseiller les parents, leur apprendre quelles sont les choses qu'on cherche, etc. J'ai dit, je vous ai promis que je vais vous raconter si une crise focale peut ou pas faire... Monica ne s'en souvient pas, mais ce malade-là, il était dans notre série de l'époque, donc il est vieux aujourd'hui, enfin vieux, comme nous, disons. Il avait 6 ans, des crises très rares, développement normal, et voici ses cahiers d'école à 6 ans. Il avait fait 3-4 crises. Et on lui fait une IRM, et il a cette petite lésion frontale, qu'aujourd'hui on sait que c'est des dysplasies, à l'époque on ne les appelait pas comme ça, mais n'empêche qu'il avait cette dysplasie-là. Il avait un électroencéphalogramme catastrophique, là vous savez, il y a beaucoup d'anomalies. Mais il ne faisait pas de crise. Après, sans vouloir dire qu'il faut toujours croire les parents, il faut au moins les écouter. Parce que les parents m'ont dit, on est d'accord, il ne fait pas de crise, mais il fait des choses bizarres par moments qu'on ne comprend pas. Donc ils sont venus avec leur vidéo, qu'ils m'ont autorisé de vous la montrer d'ailleurs, puisque, enfin pas spécialement à vous, mais ils m'ont autorisé de l'utiliser pour l'enseignement. Et vous allez voir au tout début, donc là il n'a pas de traitement, il joue avec sa sœur et ses parents, tranquille. Et voilà. Les parents m'ont filmé ça. Et il me dit, ça, il le fait, ça dure 20 minutes, on ne comprend rien, parce qu'il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Alors, regardez juste avec attention la tête et les yeux de l'enfant. Par fraction de seconde, il fait un très léger baisse des paupières. Et en réalité, cet enfant faisait des spasmes à cet âge-là. Tu m'écoutes, tu me regardes. Et j'ai fait le diagnostic grâce aux parents. Tu te calmes. Tu te calmes. Hop, voilà, c'est que ça. Sauf que ça, si vous n'avez pas la vidéo sur les yeux, vous ne pouvez pas le diagnostiquer, c'est impossible. Bon, pour vous donner la suite, cet enfant, 2 mois après, a été opéré à Necker par Christian Sainte-Rose, sans aucune autre procédure, parce qu'on était sûr que les épisodes venaient de là-bas. Comme vous voyez, le petit trou, il est plus petit que la lésion qu'il avait. Ça, c'était en 2002. Le lendemain, il était libre de crise, et 2 mois après, ses cahiers étaient comme ça. Donc, si ça, ce n'est pas une encéphalopathie épileptique, moi, je ne sais pas quel est le diagnostic des encéphalopathies épileptiques. C'était purement lié à son épilepsie, purement lié à sa lésion. Et cet enfant, pour vous rassurer, il a aujourd'hui 17 ans, donc le même âge que Monica et moi, et il a un développement strictement normal. Il m'envoie des photos de sa moto parce qu'il ne crise plus. Et pour ne pas vous faire peur, c'est ça le bilan préchirurgical. C'est extrêmement compliqué. Pour faire un bilan préchirurgical, il ne faut pas attendre que les enfants soient encéphalopathes à l'âge de 10 ans, il faut le faire au début, quand on peut les traiter. Et où il est le nerf de la guerre dans cette histoire-là? C'est les réunions multidisciplinaires et de discussion. Tout à l'heure, quand on présentait Christian, c'est tout à fait correct, il est seul dans son service comme neuropédiatre. Donc, malgré toutes ses compétences, il ne peut pas tout gérer, le muscle, l'épilepsie, le détail de l'épilepsie. Donc, il y a 2 solutions. Soit on renforce, en fonction des besoins de la région, les hôpitaux périphériques, soit on crée des structures plus larges pour la partie hyper spécialisée,
à condition bien sûr que les deux parties sachent collaborer, parce que si c'est je crée une grosse structure qui enlève les patients du premier et comme ça l'année d'après il n'y a plus d'infirmières, c'est pas la bonne méthode. Mais donc il faut essayer de collaborer quand même. Et ça, c'est ce qui a été fait un peu avec les réseaux de référence pour l'épilepsie, et je termine bientôt. Quel est l'avenir? Le premier, c'est ça. La génétique rentre aujourd'hui dans notre monde, et je peux vous donner le secret derrière cette diapositive. Quand l'Europe, il y a 2 ans, a voulu créer les réseaux européens d'excellence, l'épilepsie n'était pas sur la liste. Ils nous avaient dit, ça c'est un symptôme, vous le mettez avec la neurologie. On a créé un groupe de 10-15 patients, et on est monté avec cette diapo-là en leur disant, c'est ça les épilepsies. Donc vous avez des dizaines de maladies rares là-dedans, et si vous les mettez toutes avec l'Alzheimer, le Parkinson, etc., on n'y arrivera pas, on ne fera rien. Donc, on a eu ces fameux réseaux. Qu'est-ce qui commence à se faire aujourd'hui? Bon, premièrement, s'il y a des jeunes internes, oubliez qu'aujourd'hui, en tout cas, parce que vous avez trouvé un gène, vous avez trouvé la maladie. Ce n'est pas vrai. Il y a pour certaines qu'on a trouvé le gène et on a trouvé la maladie. Pour le reste, il vaut mieux continuer à apprendre la clinique, examiner les malades, leur demander nom, prénom, date de naissance, poids, taille, enfin, ce qu'on fait, et en fonction de ça, les mettre ensemble et faire un diagnostic. Parce que c'est un outil aujourd'hui pour comprendre les mécanismes de maladie. Ce n'est pas le diagnostic lui-même, parce qu'il va changer. Mais ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, pour une pathologie comme le syndrome de Dravet, à partir du moment qu'on a découvert le gène présent chez 80% des enfants, mais pour le trouver, il a fallu faire quoi? Il a fallu collecter des patients avec la même sémiologie, sinon vous ne trouvez rien. Vous nagez dans la mer, mais vous ne trouvez pas un gène. Ça permet de faire le diagnostic plus tôt. Ça permet après d'appliquer le peu qu'on connaît des choix des antiépileptiques tôt, plutôt que de faire des erreurs. Et il y en a 4-5 exemples, il n'y en a pas 10, mais enfin bon. Bien sûr, la sclérose tubéreuse de Bourneville, typiquement une pathologie qui associe troubles du neurodéveloppement, retard, troubles du spectre autistique, crise d'épilepsie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, des diagnostics plus précoces peuvent nous conduire, par exemple, de faire des traitements préventifs? J'en sais rien. C'est sûr qu'on ne peut pas les faire à l'aveugle dans un petit coin. Il faut que ce soit des projets contrôlés. Mais enfin, on évolue vers cette situation-là. Quelle est la question, en fait, pour le futur? Et je vais terminer là-dessus, plus ma vidéo. Ça, c'est une cascade. Ce n'est pas moi qui ai fait le schéma, mais je l'aime beaucoup. Ici, vous avez un événement précipitant, peu importe ce que c'est. Vous avez votre génétique, l'âge, le sexe et une première crise d'épilepsie. Après, vous allez avoir certains changements liés à ça et vous allez développer une épilepsie que vous allez contrôler ou pas contrôler. Toute la question pour le futur est où est-ce qu'on va mettre la ligne de notre intervention, de l'intervention médicale. Est-ce qu'elle se fait au tout début ou en tout cas pendant la phase où on n'est pas encore avec quelque chose de constitué, ou est-ce qu'elle va se faire plus tard dans l'évolution, ayant déjà les lésions cérébrales, structurelles, etc. Alors, il est clair qu'on ne peut pas le faire pour tout. On parle aujourd'hui de traitements ciblés, et on a toujours derrière la tête, ça c'est la suite de ma recherche actuellement qui se fait entre Bologne, Barcelone et Lyon, où j'essaye de voir par exemple les troubles de la régulation émotionnelle chez les enfants avec épilepsie nouvellement diagnostiquée. C'est à partir de l'âge de 6 ans, non pas que je ne voulais pas plus tôt, mais tout simplement, le début de l'épilepsie ne doit pas être de plus de 3 mois, sinon je ne sais pas ce que j'évalue. J'ai été obligé de prendre 6 ans pour l'homogénéité des tests neuropsychologiques. Ils ont un bilan neuropsychologique complet, les encéphalopathies sont exclues. Mais ce qui est intéressant, c'est que prenez les chiffres avec beaucoup de précaution, parce qu'il est prévu 280 patients, on est à 200 en prospective, mais là c'est sur 60, donc ce n'est pas statistiquement valable encore. Mais le problème est le suivant, que quand vous regardez par catégorie d'épilepsie, à T0, c'est-à-dire à 6 mois du début de l'épilepsie, et quand vous regardez à 9 mois après le traitement, les différences en dépression, anxiété par catégorie d'épilepsie préexistaient. Et ça n'a rien changé 9 mois plus tard, peu importe comment on les a pris en charge, s'ils existaient. D'accord? Donc, ça veut dire encore une fois qu'on est loin de comprendre les réseaux qui s'impliquent aux deux, mais encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, c'est quand même des résultats très préliminaires. Mais il y a des nouveaux médicaments qui se mettent en place aujourd'hui.
Ça, c'est une pathologie très rare, par exemple. Il faut la diagnostiquer à 6 mois, mais le traitement marche aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le Bourneville, l'Everolimus, qui est un des traitements qui permettrait éventuellement, avec des traitements précoces, mais on n'a pas la preuve encore. J'ai été la semaine dernière ou la semaine d'avant à une réunion très intéressante à Bruxelles dans le cadre des réseaux européens, avec beaucoup de participation d'associations de patients d'ailleurs, sur comment seront les maladies rares en 2030. Essayer de faire l'exercice, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on pourra diagnostiquer? Qu'est-ce qui est prévisible? Est-ce qu'on aura des nouveaux traitements? Quel est le coût de ces médicaments, etc. Quand je reviens à l'épilepsie, c'est ça qui me fait peur, c'est que l'algorithme est extrêmement complexe. Entre les lésions, la génétique, les choix des investigations, les choix des médicaments, la préexistence d'un éventuel retard neurodéveloppemental ou un trouble du neurodéveloppement derrière, la rend extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que petit à petit, je suis devenu encore plus fan de ces réseaux de collaboration européenne, au sens que si on ne fonctionne pas comme ça dans le futur, comme vous le faites déjà, à collaborer les équipes de recherche, on ne va pas y arriver parce que c'est extrêmement compliqué et personne ne peut aujourd'hui solutionner tous ces problèmes. Si j'ai 2 minutes, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'entends par réseau européen. C'est un film qui a été fait par la Commission européenne avec la contribution du réseau pour les épilepsies, et puis je termine là-dessus. Ensin olimme helpottuneita, että kasvain, joka aiheutti kohtaukset, ei ollut pahalaatuinen. Haasteena oli, että lääkärit eivät tienneet paljon tämänkaltaisesta epilepsiasta. Itse asiassa he eivät tienneet juuri mitään, koska se oli niin harvinainen. Elle est vraie l'histoire. Hi, I'm Helen, and I coordinate the specialist network that advises doctors from around the EU on the management of rare forms of epilepsy. This can be very difficult, as epilepsy can be caused by many different rare diseases. This was the case with Onni, the Finnish boy. His doctor came to our network to ask for advice. Vi diskuterade Onnis fall inom EUs multidisciplinära nätverk för svår epilepsi. Hans svåra epilepsi berodde på en missbildning centralt i hjärnan. Mot bakgrund av den samlade utredningen bedömdes högprecisionsbestrålning med så kallad gammakniv vara det bästa alternativet. Vi gjorde den bedömningen att det skulle medföra lägst risk för honom och ge honom högst chans till hjälp. Han fick därför åka till Marseille i Frankrike. Η ομάδα επιλεπτολογίας του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας έχει μεγάλη εμπειρία με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής του Gamma Knife, που είναι ένας από τους τρόπους θεραπείας αυτής της σπάνιας μορφής επιληψίας. Ήταν λοιπόν σημαντικό για τον Όνι να μπορεί να ταξιδέψει εκεί. Αυτό συμφωνήσαμε στο δίκτυο επιληψίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα της περίπτωσής του. Nuori potilaani Onni oli yksi harvoista suomalaisista potilaista, joilla on kyseinen sairaus. Siksi pyysin apua Euroopan unionin epilepsia-asiantuntijaverkostolta. Pystyimme auttamaan Onnia parhaiten ottamalla mukaan asiantuntijoita eri EU-maista. Onnin toipuminen on yhä käynnissä, mutta leikkausten jälkeisten 5 kuukauden aikana kohtaukset ovat vähentyneet huomattavasti. Eurooppalaisen verkoston avulla lääkärillä on mahdollisuus saada apua parhailta erikoislääkäreiltä, jotka löysivät maailman parhaan mahdollisen hoitokeinon. Dad. Nice to meet you. Very nice to meet you. It's lovely to see that we could help your son. Fantastic. I'm impressed. Yeah. Thank you very much. No problem at all. Absolutely no problem at all. It's fantastic we could do that. Oh my goodness. We got the whole family. Hello. Are you doing well? Voilà, donc la fin est aussi vraie, c'est-à-dire que ça a l'air d'être une mise en scène, mais ça ne l'est pas. Helen Cross ne connaissait pas le papa, il l'a reconnu sur le film, quand ils ont monté le film. Donc c'est vrai, quand elle le reconnaît à la fin, elle lui dit « Dad », parce que c'est là, elle le voit pour la première fois, le dossier, on l'a discuté, on n'avait jamais rencontré la famille, c'est parti de la Finlande en Suède, de la Suède à Londres, de Londres en France.
à Lyon, puis à Marseille, puis on est revenu en Finlande. Et tout ça, ça est fait juste par des connexions de ce réseau-là. Ça, je comprends ce que ça peut donner pour comprendre l'avenir. Sinon, le reste, je pense qu'on fera quelques pas, comme disait Christian tout à l'heure, mais pas beaucoup plus que quelques pas. Voilà, merci beaucoup. Merci.